Écoutez, moi, je suis vraiment très heureux en fait de pouvoir qu'on puisse se parler aujourd'hui. Donc, mon propos, naturellement, il n'est pas de vous faire un cours magistral, hein, c'est pas ma culture. Donc, je vais juste vous parler un tout petit peu de nous, ce qu'on vit sur l'agilité. Et puis après, ce sera aussi l'occasion, sans doute, d'une séance de questions-réponses. Alors, moi, je voudrais commencer peut-être de manière par un petit détour, sans doute un peu inattendu. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous. Ceux qui sont pêcheurs ont peut-être rencontré, en tout cas dans les mers froides, des carcasses de homards. Et en fait, il faut savoir que dans la vie du homard, je pense que peu de gens sont très familiers avec la vie du homard, hein, mais le homard, il a deux choix. Soit il quitte sa coquille à un moment, parce qu'il grandit, soit il s'autodigère. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez souvent des carcasses vides de homards, c'est soit qu'il a réussi à quitter sa coquille et donc passer par d'ailleurs une étape de vulnérabilité, hein, parce que c'est-à-dire qu'à un moment, vous comprenez bien qu'un homard sans coquille, c'est compliqué pour lui, et donc à se reconstruire une coquille, soit en fait il n'a pas réussi à sortir de sa coquille et à un moment il s'est autodigéré. Et alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense qu'en ce moment, on est en train de passer, et là je ne vous parle pas même de l'entreprise, mais finalement de nous, hein, du monde, une transformation qui est extrêmement importante. On le voit dans la transformation de nos attentes en tant que client. On veut beaucoup plus d'instantanéité, beaucoup plus de rapidité, et aussi dans nos attentes en tant que collaborateur. D'accord? On attend un rapport complètement différent à l'entreprise, et si on ne le trouve pas, bon, écoutez, on n'y est pas heureux, et on la quitte. Et donc, à partir du moment où on a pris conscience de cette transformation, les entreprises, c'est très simple. Soit elles vont devoir s'adapter, d'accord? Soit elles vont s'autodigérer. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui des baromètres de satisfaction, par exemple, des collaborateurs d'entreprise qui descendent. D'accord? Et ça, il y a quand même une tension qu'il faut que les entreprises en particulier résolvent. Et donc l'agilité, c'est pour ça que pour moi, c'est plus qu'un mode d'organisation. Ce n'est pas un sujet qui concerne que l'IT. D'accord? C'est une solution possible. Il faut rester extrêmement humble sur les sujets. Je ne vous dirai pas que c'est la solution, mais c'est une solution possible pour répondre à cette transformation du monde. Parce que oui, au fond, derrière l'agilité, il y a quoi comme enjeu? C'est comment est-ce que je suis beaucoup plus rapide pour apporter des solutions à mes clients et au fond, pour apporter la meilleure expérience client. Et ça, chez ING Direct, c'est, j'ai envie de vous dire, notre ADN et notre objectif principal. Hein. Le premier objectif qu'on se donne tous ensemble avant même, j'ai envie de vous dire, les revenus, etc., c'est comment est-ce que je m'assure qu'on reste numéro un en termes de satisfaction client. D'accord. Et donc, l'agilité, c'est une solution, on verra comment. Et aussi, c'est comment est-ce qu'on répond finalement aux attentes des collaborateurs. Et aujourd'hui, moi, ce que j'observe, et ça sera intéressant d'avoir un échange par rapport à ça, c'est des collaborateurs, et moi le premier, hein, qui veulent moins de rapports hiérarchiques, qui veulent de l'autonomie, être vraiment partie prenante des décisions, qui veulent ne pas être cantonnés dans un silo particulier, mais comprendre finalement le problème qu'ils sont en train de chercher à résoudre tous ensemble. D'accord? Donc avoir une vision à 360 sur leur problème, qui veulent être à la fois, donc avoir à la fois cette vision, on va dire, à 360, et en même temps, pour avoir un vrai impact, être très clair sur l'expertise qu'ils apportent à l'ensemble de l'équipe. Et donc l'agile, ça a vocation au fond à apporter à nouveau une réponse à ces deux enjeux. Comment est-ce que je suis au top pour délivrer la meilleure expérience client? Et comment je le fais avec des collaborateurs qui sont engagés et qui comprennent le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Finalement, peut-être qu'il faut revenir 2 secondes à qu'est-ce que c'est que l'agile. Donc, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas un mode d'organisation. C'est avant tout une philosophie qui est dire comment est-ce que je vais organiser, comment est-ce que je vais m'assurer que tous les problèmes de mes clients, en face, dans l'entreprise, il y a une équipe pluridisciplinaire qui est capable de la résoudre et de la résoudre de manière autonome. D'accord? Et au fond, ce que ça veut dire est de manière extrêmement rapide. C'est ça, au fond, ce qu'il y a derrière l'agilité. Et ça implique, avant même de rentrer dans le détail, une culture qui est spécifique et qui, on va se le dire, est parfois encore plus difficile dans la société française. ING, vous le savez, c'est un groupe néerlandais. Et là, le côté non hiérarchique, l'égalitarisme, ce sont des valeurs qui sont le côté, on va dire, plus détendu, sont des valeurs qui sont extrêmement fortes.
D'accord. Et pour eux, c'est pour ça que d'ailleurs que le groupe ING est passé dès 2014-2015 complètement en agile. Je ne dis pas que ça se fait de manière simple, on y reviendra, mais en tout cas, ça se fait de manière plus naturelle. Dans les sociétés, dans les banques françaises, par exemple, celles que je connais, c'est différent parce qu'on est habitué à beaucoup de silos. On est habitué à chacun fait sa partie du chemin, puis transmet. On est habitué à de multiples comités de pilotage, on est habitué à une organisation hiérarchique extrêmement forte, on est habitué à des multiples reporting qui, au fond, derrière, vont freiner, vont quelque part enlever de l'impact à chacun des collaborateurs, qui sont toujours partie prenante qu'un tout petit bout de la chaîne, et en plus freinent de manière très forte en fait la mise sur le marché des différentes innovations digitales que nous on souhaite mettre en œuvre. Parce qu'à chaque fois, vous devez remonter tout en haut, repartir tout en bas, remonter tout en haut. C'est extrêmement long. Du coup, nous derrière, c'est pour ça que derrière l'agile, avant même de rentrer dans les tribus, les squads, enfin bref, tous les petits termes parfois un peu barbares qui structurent l'agile, il y a cette conviction qu'il faut redonner le pouvoir aux collaborateurs. Et ça, c'est parfois un peu challengeant. Et là, je vous renvoie à la métaphore du homard. Alors, peut-être, derrière l'agile, il y a toujours des principes qui sont communs, hein, qui sont à nouveau l'instantanéité, la pluridisciplinarité des équipes, le travail collaboratif, privilégier, on va dire, les interactions entre les gens par rapport au processus, aux outils, voire à la formalisation. Hein. Vous allez voir, dans une équipe agile, ils vont toujours privilégier on a une idée, on y a réfléchi ensemble, on fait un test et on code déjà à la documentation extrêmement précise de tout ce qu'ils vont faire, qui est plutôt la culture traditionnelle française. Donc il y a ces principes communs, et pour autant il y a différents stades de mise en œuvre de l'agile. Et je pense que ça vaut le coup de s'en dire juste un mot, parce que derrière, en fait, ça pose la question de, par rapport à la maturité de l'entreprise, à quel stade est-ce qu'on veut directement aller. Il y a le premier stade qui est le plus connu, qui est simplement l'organisation des équipes informatiques. Et ce par quoi, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont démarré, qui dit en fait, je structure, donc par exemple par rapport à la question du crédit immobilier, si je prends cet exemple-là, comment est-ce que j'organise une squad de développeurs IT qui vont être uniquement sur le sujet du crédit immobilier, donc qui vont gérer l'ensemble des assets informatiques associés à ce besoin, et qui vont déjà s'auto-organiser avec, alors pardon pour les termes, un product owner, donc quelque part un organisateur. C'est pas forcément le responsable hiérarchique, hein, et d'ailleurs on peut changer de product owner, c'est-à-dire l'équipe à un moment peut se donner un autre product owner, d'accord, qui va organiser le travail de l'équipe par rapport à l'objectif et gérer entre guillemets ce qu'on appelle le backlog, dire aujourd'hui cette semaine pour ce sprint-là on a plein de sujets. On a des sujets de développement, on nous attend sur le développement de nouvelles fonctionnalités. On a aussi plein de dysfonctionnements, d'accord. Et voilà comment on va s'organiser pour traiter entre guillemets, le backlog, d'accord. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va s'organiser, et c'est leur choix, d'accord, par rapport aux objectifs macro qui leur ont été donnés, dire voilà, moi, l'urgence là, c'est plutôt de traiter les dysfonctionnements clients plutôt que d'avancer sur le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, premier stade, c'est des équipes IT organisées par besoin et qui ont vocation à s'organiser par rapport à leur compréhension des problématiques des clients, d'accord, et de là où ils sont attendus. Et déjà, ça nous a permis, pour vous donner une idée, et avec un sujet qui est comment je mets en œuvre de manière extrêmement rapide les innovations. Ça, pour être très concret, ça nous a permis de développer par 2 les temps de livraison de nouvelles fonctionnalités, d'accord, parce que les gens sont sont en coordination complète, et d'être beaucoup plus précis aussi dans la date de livraison. Parce qu'en fait, concrètement, dans les sujets informatiques, le risque, c'est toujours l'effet tunnel. On vous promet la lune, puis tout va bien, puis justement la livraison, ça va plus bien, et puis on se revoit dans 1 an, en fait. En général, c'est comme ça que ça se passe dans plein d'entreprises. Là, les équipes agiles, IT, elles sont extrêmement claires et elles sont capables d'être extrêmement précises sur quand elles vont pouvoir délivrer, d'accord. Alors que pour autant, elles gèrent un backlog qui est beaucoup plus complexe, parce qu'elles ont à la fois ce qu'on appelle entre guillemets le change, comment je vais transformer en fait l'offre, et entre guillemets le run, qui sont concrètement tous les problèmes concrets qui vont se poser au quotidien sur l'équipe informatique. Ça, c'est le premier niveau, d'accord. Et c'est finalement ce qui est en œuvre chez Spotify, chez Google, c'est vraiment la base de l'agile.
Il y a un deuxième niveau, qui par exemple, ce qui a été mis en œuvre chez ING, notamment aux Pays-Bas, dès 2015, qu'on appelle entre guillemets BizDevOps, d'accord, où là, ça va un cran plus loin. Vous mettez dans la même équipe, finalement, les responsables business, ou les équipes business, et les responsables informatiques. Donc, c'est dans la même équipe, et je rentrerai un peu dans le détail, vous avez le responsable produit, mais vous avez aussi le responsable digital, vous avez aussi le responsable communication commerciale, vous avez bien sûr les équipes informatiques, et tous ensemble, ils vont s'organiser par rapport à l'objectif extrêmement macro qu'on leur a donné, qui sont en général des objectifs au trimestre, d'accord, et pour aller le plus loin possible par rapport à cet objectif. Et donc, ça veut dire que concrètement, ils sont tous assis au même endroit, sans lien hiérarchique entre eux, hein, avec toujours entre guillemets, un PO qui n'est pas leur responsable hiérarchique, mais qui les aide à organiser finalement le travail quotidien, à organiser les différents rituels, les stand-up, les échanges finalement. Et ça donne quoi à chaque collaborateur? Il sait toujours, lui, comment il contribue à un objectif extrêmement macro qui peut être, par exemple, je veux offrir un parcours encore plus fluide à mes clients pour souscrire un crédit immobilier. Et là, ils ont, eux, proposé différentes innovations. C'est eux qui s'organisent au quotidien pour, à nouveau, prioriser leur travail. D'accord. Et ce, sans référer, j'ai envie de vous dire, à personne. C'est-à-dire qu'ils ont ils savent le nombre de jours hommes dont ils disposent pour développer, ils savent les différents besoins, ils savent que voilà, là il y a une opération commerciale et donc du coup dans la même réunion, la personne en charge de l'opération commerciale, elle s'adresse à la personne du digital pour dire il faut que tu mettes à jour telle page, etc. L'équipe se gère comme finalement une mini start-up. La vertu, c'est que les gens sont extrêmement, on voit toujours tout ce qui se passe, d'accord. Ils sont extrêmement coordonnés. Il n'y a pas de, c'est pas moi, c'est toi. Il n'y a pas de passage de bébé. Ils sont dans la même équipe, en fait. Ça demande, et c'est aussi challengeant, ça je vous le cacherai pas, un lâcher prise au niveau hiérarchique qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que moi, une fois par trimestre, on s'est calé sur des macros objectifs, d'accord. Mais il n'y a pas de copil. Il n'y a pas de comité de pilotage, il n'y a pas de document, il n'y a pas de... lorsqu'il y a un échange, c'est un échange en général qui est en stand-up, d'accord, devant un mur, dans une salle qu'on appelle l'OBEA, d'accord, où chacun dit aux autres où il en est par rapport au projet, et il va dire ça marche très bien, donc c'est juste des post-it qui sont collés sur un mur. Ça, c'est un problème. D'accord. Alors, il classifie le problème selon deux axes qui sont extrêmement simples. Est-ce qu'il a beaucoup d'impact? Est-ce que c'est un petit ou un gros problème? Et on cherche à trouver ensemble, debout, des premières pistes pour l'aider, quoi. D'accord. Et il n'y a pas de jugement. Ce que je veux dire, c'est pas tu n'as pas fait ton travail, quoi. C'est pas ça le sujet, quoi. Le sujet, c'est comment est-ce que quelque part on avance tous ensemble, d'accord, pour aller encore plus vite au service du client et de l'expérience client. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je n'ai pas distribué la capacité informatique en début d'année. Je n'ai pas dit ce projet-là, c'est tant de jours hommes. Enfin, je sais que c'est tant de jours hommes, mais je n'ai pas sanctuarisé les capacités informatiques. Chaque équipe a sa capacité informatique et propose sa propre organisation. Ça, c'est quand même extrêmement transformant en termes de manière de manager. Et je sais que parmi nous, il y a donc des élèves qui sont en audit. C'est une question, par exemple, pour moi, qui est aussi des fonctions d'audit qui me sont rattachées. C'est compliqué. Parce que la documentation, la piste d'audit, les modes de fonctionnement impliquent aussi... je ne peux pas à chaque seconde m'assurer que toutes les preuves sont réunies, par exemple. Et pourtant, j'y crois beaucoup à cette méthode parce que je vois les effets en termes de bien-être, je vois les effets en termes de satisfaction client. Et donc, c'est ce vers quoi on s'engage toujours plus chez ING. Donc voilà, sur l'agile, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est il s'agit avant tout, vous le comprenez, d'améliorer à la fois le bien-être des collaborateurs et le bien-être des clients. Ça passe au fond par construire des petites équipes pluridisciplinaires, d'accord, qui sont extrêmement autonomes. Il faut imaginer plein de petites startups, d'accord, end-to-end.
qui s'organise, qui propose son propre plan de priorisation. C'est assez exigeant aussi pour les collaborateurs, hein, faut pas se mentir, parce que ça fait peser une responsabilité qui est forte. Vous êtes en équipe, donc vous ne pouvez pas vous cacher. C'est un point. Vous êtes accompagné, alors, parce qu'il faut... Je vous ai parlé du rôle du PO, d'accord. Si je vous donne un petit regard sur l'organisation, il y a à la fois ce que ça veut dire l'agile, finalement, c'est des tribus. Et là aussi, il y a toute une terminologie qui est particulière. Par exemple, prenons la tribu du crédit immobilier, qui est divisée finalement en squads, d'accord. Il y a une squad qui est à chaque fois organisée autour d'un besoin client. Donc, par exemple, première squad qui peut être j'ai envie que ma souscription de crédit immobilier soit la plus simple et la plus fluide en tant que client. Deuxième squad qui peut être voilà, j'ai souscrit un crédit immobilier. Comment est-ce que finalement la vie de mon crédit immobilier se passe de manière extrêmement simple? C'est deux objectifs qui sont différents, c'est des équipes qui vont être différentes, c'est des pages digitales qui vont être différentes, c'est des outils informatiques qui vont être différents, et chacun va s'organiser avec à chaque fois donc ce PO, mais aussi finalement ce qu'on appelle des chapter leads. Et à nouveau, il faut, mais j'y reviendrai, il faut s'adapter à toute cette terminologie. Et lui, il n'est pas en charge de ce qu'on doit faire, il est en charge de comment j'accompagne les collaborateurs de manière transverse. Tous les responsables digitaux, par exemple, quel que soit leur squad, ont un chapter lead qui va être en charge de les faire monter en compétences sur leurs compétences purement digitales. Voilà les dernières technologies, comment est-ce que tu as contribué au développement, je sais pas, comment est-ce que tu développes l'aspect digital sur le crédit immobilier? Est-ce que tu es conscient que voilà les dernières innovations qui sont sorties en termes de push notification, par exemple? Et donc lui, il ne va jamais intervenir sur est-ce que tu as fait ci ou est-ce que tu as fait ça, parce que ce n'est pas son sujet, lui il n'est pas dans la squad, il ne connaît pas les objectifs, ce n'est pas lui qui est en charge d'organiser la squad, il est en charge juste d'accompagner le développement des collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on donne aussi, par rapport aux attentes des collaborateurs, qui est à la fois le 360, mais aussi monter en expertise, être très fort sur leur domaine, c'est comme ça qu'on les aide à se développer. Et c'est un deuxième aspect de l'agile qui est, c'est pas simplement donner un cadre de travail qui est flexible à chacun, c'est aussi permettre à chacun, j'ai envie de vous dire, d'accomplir, de grandir, en fait, en étant avec un investissement managérial qui est extrêmement fort. Est-ce que c'est simple de passer en agile? Non. Alors, c'est pas simple dans les entreprises qui ont une culture hiérarchique, militaire, extrêmement ancrée. Et c'est l'histoire, il ne s'agit même pas de juger, c'est juste comme ça, et en particulier les banques françaises. Parce que ça implique, vous comprenez bien, d'enlever un certain nombre d'échelons hiérarchiques intermédiaires qui sont là uniquement dans une logique de reporting, d'accord, ou de contrôle, alors que nous, ce qu'on veut, c'est libérer les collaborateurs. Parce que ça implique pour le management vraiment d'avoir un acte de foi qui est les gens savent mieux, d'accord, ils connaissent les objectifs, ils sont unis en fait au sein d'une même tribu par les mêmes indicateurs, la satisfaction client, l'efficacité. Que vous soyez, si vous voulez, responsable digital, responsable communication commerciale, vous avez les mêmes indicateurs que l'ensemble de l'équipe, parce que vous êtes partie prenante de l'équipe. Et ça, c'est un trait extrêmement fort d'union entre les gens. Vous connaissez toujours les objectifs finalement spécifiques des autres, parce que c'est les vôtres. Donc, c'est pas simple. Maintenant, ça apporte énormément au niveau des clients, ça apporte énormément au niveau des gens, et ça induit un état d'esprit qui est extrêmement différent. Je vais vous donner des exemples très concrets, puisqu'on doit parler aussi de la résolution de problèmes. Chez ING, toutes les semaines, on écoute en comité de direction des réclamations clients. Sur quoi les clients se sont plaints. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être protégé des dysfonctionnements. J'ai envie de comprendre juste ce qui se passe, et je pense que chacun, au-delà de moi, a envie de comprendre ce qui se passe. D'accord? Parce que c'est ça la réalité. On n'est pas là pour juger, pour revenir sur qui a fait quoi. On est là pour se dire c'est quoi les problèmes qui se posent et comment on va les résoudre ensemble. Et c'est cette culture, au fond, qui vient aussi avec l'agile. Ne jamais rien mettre sous le tapis. Être toujours capable, en équipe, de regarder les sujets qui se posent, d'en parler en stand-up, d'évoquer les problèmes qu'ils ont et de demander de l'aide aux gens autour. D'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qui demande beaucoup de confiance. Ça paraît simple, mais ça demande beaucoup de confiance, à la fois en soi, d'accord,
dans les autres, pour se dire que lorsque vous allez poser votre problème, ils ne vont pas vous juger. Et c'est aussi ça la transformation, quoi, en fait. Il y a des sujets de transformation qui se posent. La question, c'est comment est-ce qu'on passe en organisation agile aussi. Et par rapport à ça, en tout cas, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas passer en organisation agile sans... Ça ne se décrète pas. Si votre premier acte pour passer en transformation agile, c'est de dire, bah, les gars, on va passer en transformation agile, puis ça va être comme ça, vous commencez déjà mal, sur un mauvais pied, quoi. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on génère l'organisation bottom-up. Voilà les principes d'une organisation agile, d'accord. Comment est-ce que vous souhaitez vous organiser? Faites-moi une proposition, d'accord, sur comment est-ce qu'on découperait ça en squad. Quels sont finalement, et avant même d'ailleurs de passer sur le mode de découpage, c'est quels sont les problèmes qu'on veut régler. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans notre organisation, quels sont les problèmes qui se posent et qu'on voudrait ne plus avoir demain? Quelles sont les activités qui vous semblent essentielles? Quelle est la mission qu'on a envie de remplir? Et donc, ça commence toujours par, donc, bien sûr, faire partir les propositions des collaborateurs et notamment leur demander quelles sont les différentes missions à remplir pour le client. Donc, ça peut être, je veux que mon client soit le plus satisfait possible et le moins anxieux possible dans la vie de son crédit immobilier. Ça peut être ça une mission, ça peut commencer à ce niveau-là. Et du coup, on se dit quelles sont les différentes activités qui sont nécessaires pour remplir cette mission. Et une fois qu'on a listé les différentes activités, on n'a toujours pas parlé d'organisation, hein, comment est-ce qu'éventuellement, pour répondre à ces activités, quelles seraient les différentes squads, différentes équipes qui seraient nécessaires, toujours en lien avec le besoin client. Donc, passer en organisation agile, c'est un acte de foi. Ça ne peut partir que des collaborateurs. C'est l'occasion de mettre à plat tous les problèmes, et de manière honnête, tous les problèmes qui se posent dans l'entreprise. Et ça, ça serait dommage, ça serait passer à côté d'une opportunité que de ne pas réussir à les mettre très clairement à plat. Et aujourd'hui, ça a déjà été fait donc chez ING aux Pays-Bas, dans différents pays. En France, on est dans une première étape, d'accord. Et en tout cas, on est dans un processus effectivement pour aller plus loin et passer en BizDevOps complet, en associant toutes les équipes marketing, toutes les équipes IT, toutes les équipes opérationnelles. Et après, j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'une étape, parce que pour moi, la prochaine étape, en fait, c'est plus comment je m'organise au niveau France, c'est comment je m'organise au niveau européen. Aujourd'hui, ING est en train de créer une plateforme européenne informatique. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenant développer la collaboration entre pays. Donc très concrètement, hier, j'étais à Madrid, où la plateforme informatique est en train d'être construite. Et donc la question, c'est comment est-ce que les équipes de Madrid vont construire une partie de l'assurance vie française. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, c'est quels sont les modes d'organisation qui vont permettre de l'organiser. Et c'est à la fois, finalement, comment est-ce que les gens vont échanger entre eux. C'est très simple, en fait. Hein. Il y a une partie des rituels. Est-ce qu'on est sur des sprints de 2 semaines, 3 semaines? Ça implique de se caler sur les rythmes. D'accord. Comment est-ce que on démarre sur comment est-ce qu'on partage les problèmes de manière ensemble, en fait, à distance. D'accord. Et derrière, comment est-ce qu'on va dérouler cette organisation au niveau européen. Donc voilà, l'agile, c'est toujours, je vous parlais des différentes étapes. Il y a les étapes au sein d'un pays. Est-ce qu'on fait l'IT? Est-ce qu'on fait BizDevOps? Et maintenant, c'est, en fait, au fond, je pense que les enjeux, ça va être comment est-ce qu'on instaure une collaboration au niveau plus européen. Je ne veux pas continuer à faire un cours magistral. Est-ce que vous avez déjà des questions? Comment vous assurez la communication entre vos squads qui ont des objectifs un peu différents? Donc, comment est-ce que j'assure la communication entre les squads? Alors, effectivement, vous avez raison, il y a une tension. Il y a une tension parce que chaque squad, elle est constituée, elle est organisée de manière à être la plus autonome possible. Parce que son objectif, justement, c'est de pouvoir être responsable, de se sentir responsable. Et donc, normalement, en théorie, elle est presque autonome. Sauf que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plein de raisons, parce qu'il y a quelques fonctions qui sont transverses. Je vous prends le thème de la data, par exemple. Chaque squad ne peut pas impacter le data warehouse, donc les silos de données, on va dire, sans passer bien sûr par des équipes transverses. Et donc du coup, ce qu'on a, c'est
ce qu'on appelle entre guillemets une marketplace. Donc tous les trimestres, toutes les squads, toutes les tribus se réunissent ensemble, d'accord, et identifient les points de, on va dire, les points de tension, enfin leurs besoins réciproques l'une vis-à-vis de l'autre. Et par rapport à cette identification de leurs besoins, souvent, comment ça se traduit? Ça se traduit par des besoins de priorisation informatique. J'ai envie de vous dire, elles négocient, elles repriorisent entre elles, d'accord? Et finalement, souvent en fonction du bien commun, c'est-à-dire que toutes les tribus sont associées à l'ordre de priorisation, et finalement, elles reviennent vers le comité de direction avec, voilà, nous, on a priorisé le backlog. Donc ce sujet-là, on l'a décalé, d'accord? Parce que par rapport à notre dernière priorisation du trimestre précédent, il y a tel ou tel événement, telle ou telle évolution réglementaire qui sont arrivées. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Il y a des choses qui sont plus compliquées qu'on ne pensait. Donc nous, on vous repropose cette priorisation des sujets. Et oui, il y a des sujets qui vont décaler. Le point clé, c'est à nouveau cette place de marché où quelque part, on réévalue les priorités globales ou le delivery global. Et chaque tribe refait son plan du trimestre ou reprévoit son plan du trimestre suivant. Donc ça, c'est un aspect. Il y a plein d'autres aspects. C'est celui-là qui me paraît le principal. Il y a toute une question aussi qui est comment est-ce qu'on équipe chaque tribu d'un compte de résultats, des différents outils qu'une startup devrait avoir, si vous voulez, pour justement factualiser ses besoins. Parce que ce qui est à la base, finalement, d'un dialogue sain entre les tribus, c'est pas j'ai envie, c'est voilà mes problèmes, c'est voilà finalement, pour que ça se passe bien, il faut que chaque tribu ait les moyens de factualiser son problème. Donc c'est des indicateurs, parce que sinon on est dans le risque serait de tomber dans des relations de copinage, d'accord, ou de créer des tensions ou des rapports de force, et ça c'est pas ce qu'on souhaite pour un dialogue sain. Bonjour, Aude Barthes, direction de la transformation du groupe Orange. Ma question porte sur la manière dont vous avez introduit l'agile et le temps que ça vous a pris. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous êtes intéressé à l'agile, à quel niveau de décision a été prise la décision de faire de l'agile? Est-ce que vous avez commencé par une zone test, une direction ou un département et attendu des résultats pour déployer partout? Vous avez souligné tout à l'heure la difficulté d'introduire l'agile dans une entreprise qui a une culture hiérarchique très forte. Je crois que c'est quelque chose que nous partageons avec vous, notamment sur la partie française du groupe Orange. Donc toute cette partie de réticence, de difficulté et de manière d'introduire l'agile m'intéresse, sachant que je suis tout à fait convaincue de l'intérêt de l'agile et complètement en phase avec tout ce que vous avez évoqué. Merci. Déjà, je vous donnais la manière dont ça s'est passé sans même chercher, on va dire, à le transformer en élément de langage. Concrètement, ça a commencé alors, en France dès 2011, avec une petite accélération en 2014, où on s'est inspiré finalement des principes agiles qui existent depuis 2007. On s'est dit que c'était intéressant et aussi parce que ING en France, c'est une start-up en fait. Il faut quand même se le dire, c'est une start-up qui... que j'aime beaucoup et qui se développe très fort, mais c'est une start-up quoi, en fait. Et donc, pour nous, c'était assez naturel par rapport finalement aux start-up qu'on côtoyait, qui baignaient déjà tous dans l'agile et qui reprenaient les principes agiles de 2007. Mais là où vous avez raison, c'est qu'au fond, la vraie transformation agile, elle est venue du groupe. Et là, très simplement, c'est le patron du groupe qui a dit, et le comité de direction du groupe, qui a dit, voilà, nous, on y croit, d'accord? Donc, on ne sait pas comment on va faire, mais on va y aller, et il n'y a pas de plan B. Et je pense que, à nouveau, il faut ce niveau d'engagement et de foi, parce que sinon, vous n'y allez jamais. Après, sur la manière de faire, c'est là où je reviendrai sur, il faut associer les collaborateurs, ça se fait, faut pas juste le décréter, quoi, en fait. Mais je pense qu'un engagement fort au début est nécessaire. Et à nouveau, je pense qu'effectivement, alors la culture néerlandaise, c'est un peu plus naturel pour eux que pour la culture française. Enfin, le modèle de société, alors là aussi sans jugement, mais chaque fois que je vais aux Pays-Bas, je suis toujours frappé par
la manière dont les rapports hiérarchiques se jouent de manière complètement différente. D'accord. Et là, je vous éviterai toutes les tartes à la crème sur le tutoiement de rigueur, sur la simplicité pour challenger son patron, sur l'orientation client. Mais si tu veux, je pense que ça va même. Il y a un vrai modèle de société qui est derrière. Voilà. Donc en tout cas, à la rigueur, peu importe, c'est venu d'une impulsion qui était effectivement d'une conviction groupe. Et finalement, une des raisons qui a accéléré cette transformation, c'est simplement ils se sont dit, nous, on est sous pression comme toutes les banques. On a pris la mesure de la transformation de l'environnement. Comment est-ce qu'on veut s'adapter le plus vite possible à cet environnement? Où sont les modèles? Ils sont allés visiter Spotify, ils sont allés visiter Google, ils ont cherché à comprendre comment les entreprises qui étaient justement en avance dans leur capacité à répondre et à développer de manière instantanée au service du client, comment est-ce qu'ils étaient organisés? Et c'était une source d'inspiration qui était extrêmement forte. Donc il faut un engagement, il faut effectivement, j'ai envie de vous dire, l'asseoir sur des sources d'inspiration. Il faut que ça parte des collaborateurs dans le cadre du mandat qui leur est confié. Je pense aussi, et ça c'est ING, je trouve, l'a plutôt bien fait, il y a toute une réflexion sur la méthode qui a été conduite. Donc il y a une Bible qui s'appelle One Way of Working, d'accord, qui décrit précisément, si vous voulez, comment ça fonctionne dans le modèle, de manière à ce que les gens puissent se projeter sur une cible. Après, on la découpe comme on veut en fonction, j'ai envie de dire, des enjeux du pays, de la taille du pays. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de guidelines. Mais par contre, c'est très important, fait quelque part, parce que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement transformant. Il y a beaucoup de collaborateurs qui peuvent se retrouver perdus, faut quand même le dire. Dans le modèle traditionnel d'une organisation, souvent les managers étaient là parce qu'ils étaient assis sur une expertise extrêmement forte sur un sujet. En passant dans le modèle Gilles, c'est pas du tout le même match. C'est-à-dire que vous êtes avant tout promu pour votre capacité à fédérer, à organiser le travail collaboratif. Et ça, c'est des compétences qui sont différentes. D'accord ? Et donc, il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas. Ça demande aussi, si vous voulez, ça implique aussi beaucoup moins de maîtrise sur son travail. D'accord ? Parce que, comme vous le comprenez, il y a une réorganisation un peu perpétuelle. Et ça aussi, ça ne correspond pas à toutes les mentalités. Donc, il faut vraiment être en capacité d'accompagner ce changement-là, de le dédramatiser. Et pour ça, en tout cas, donner à l'ensemble des collaborateurs une espèce de bible qui leur permet de se projeter, de comprendre ce qui va se passer, ça me paraît quelque chose d'utile. Votre question, c'était voilà, à quel point c'est facile, comment est-ce qu'on passe en agile en fait? Alors, là aussi, il n'y a pas de réponse toute faite. La réalité, je pense, même si ce n'est pas forcément la manière dont on procède en France d'ailleurs, mais la réalité, pour plein de raisons, c'est que je pense que c'est intérêt à aller vite. C'est-à-dire qu'en fait, sur un sujet comme ça, vous ne pouvez jamais tout prévoir. D'accord ? Donc à un moment, il faut sauter dans le vide. Je dirais que c'est aussi compliqué de passer paradoxalement par pilote. En tout cas, de multiplier les pilotes. Parce qu'en fait, l'agile, c'est un mode de transformation, c'est une organisation qui un peu holistique. Et donc, c'est compliqué de changer une pièce du puzzle sans changer les autres. Parce que si vous changez une partie et puis que les autres ne sont pas adaptés, votre système, il est un peu un échec, en fait, parce que vous avez une entité qui fonctionne de manière autonome et qui n'arrive pas à correspondre avec les autres parties de l'entreprise. Par exemple, nous, en France, on a organisé pendant 6 mois une première approche sur le crédit immobilier. D'ailleurs, on est allé plus loin que simplement l'aspect business et IT. On a mis aussi les opérations, on a mis aussi le call center pour voir comment fonctionnait une chaîne de valeur dans son intégralité. On les a tous mis d'ailleurs dans le même endroit, d'accord ? Ils sont complètement autonomes. Et ça a été une source d'inspiration. Mais au fond, je pense que passer 1 ou 2 pilotes, on a intérêt à aller assez vite. Parce que sinon, ça restera soit de la poudre aux yeux, soit, si le pilote dure trop longtemps, vous allez avoir des problèmes opérationnels concrets avec cette entité qui n'arrivera plus à correspondre avec les autres parties de l'entreprise. Voilà. Merci Olivier, merci pour cette question très pertinente. On va devoir s'arrêter là. Je vous remercie d'applaudir Olivier pour cette présentation.
Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. Je tiens à rappeler que ça marche aussi dans des entreprises françaises. Et on a eu comme intervention Acorus, qui est une entreprise aujourd'hui d'un millier de personnes, qui est française, qui a aussi fait cette transformation. Il y a des vidéos sur le site de l'SCO qui reprennent les témoignages. Pareil aussi dans d'autres entreprises comme la CPAM, entreprise publique, dans le 78, qui a eu plusieurs prix à ce sujet-là. Donc ça peut exister et ça part d'un pourquoi et d'une finalité qui est forte, qui est assumée avec ténacité. Et c'est un bel exemple que tu nous témoignes aussi, Olivier.